pendant 15 ans, j'ai préparé tous les repas de fête. Je n'étais sur aucune photo. Puis j'ai dit non à Thanksgiving, j'ai fait l'impasse sur Noël, et je les ai laissés avec une dinde crue et le silence. Je m'appelle Alice, j'ai 38 ans, et pendant 15 ans, j'ai été la chef invisible derrière chaque fête de famille. Dinde de la Toussaint, chapon farci de Noël, gâteau d'anniversaire, et j'en passe. J'ai passé des milliers d'heures à cuisiner pendant que ma famille se créait des souvenirs sans moi. Pas une seule photo de fête n'incluait mon visage. Juste des chaises vides là où j'aurais dû être. L'année dernière, quelque chose en moi a finalement craqué. Maintenant, assis sur cette plage marocaine le jour de Noël, mon téléphone éteint, je peux presque entendre la panique chez moi alors qu'il fixe une dinde congelée. Grandir en tant qu'aîné de ma famille s'accompagnait d'attentes qui semblaient inoffensives au début. J'étais la responsable, celle qui avait toujours tout sous contrôle. Né et élevé en Normandie, j'ai choisi d'aller à l'université à seulement 30 minutes de chez moi, me spécialisant en design graphique, mais trouvant une joie inattendue dans le cours optionnel d'art culinaire que j'ai pris pour remplir mon emploi du temps. Ma famille a toujours été ce que l'on pourrait appeler traditionnellement dysfonctionnelle. Mon père, Gérard, est un comptable discret qui se réfugie derrière son journal lorsque les émotions sont fortes. Ma mère, Martine, fait de son mieux, mais la cuisine n'a jamais été son point fort. En grandissant, nos repas étaient soit brûlés et fades, soit tout droit sortis du rayon surgelé. Ma sœur Jeanne, de 4 ans ma cadette et la beauté de la famille, a toujours été l'athlète vedette et la reine des soirées. Elle travaille maintenant dans les relations publiques, un travail qui semble consister principalement en déjeuners élégants et cocktails, selon son Instagram. Puis il y a mon frère Patrice, de 8 ans mon cadet, le bébé de la famille qui n'a jamais vraiment cessé d'être traité comme tel. Il travaille dans la tech, gagne le double de mon salaire, mais apporte toujours son linge à maman quand il vient en visite. Au-dessus de nous tous plane ma grand-mère, Evelyne, une femme qui croit que la valeur d'une femme se mesure à sa capacité à gérer un foyer. Elle vit à seulement 15 minutes de mes parents et dîne avec eux tous les dimanches sans faute. Mon parcours pour devenir la chef de famille a commencé assez innocemment. Pendant mes études, je me suis découvert une passion pour la cuisine grâce à ce cours optionnel. J'ai commencé avec des recettes simples. Puis j'ai commencé à suivre des ateliers de week-end supplémentaires dans une école de cuisine locale. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à créer quelque chose qui rassemblait les gens, à maîtriser des techniques qui transformaient des ingrédients de base en quelque chose de spectaculaire. La première fois que j'ai cuisiné un dîner de la Toussaint, j'avais 23 ans. Maman avait attrapé la grippe et grand-mère Evelyne rendait visite à sa sœur sur la Côte d'Azur. Papa a suggéré de commander au restaurant, mais je me suis porté volontaire pour cuisiner à la place. J'ai passé des jours à chercher des recettes, à préparer les ingrédients et à tout minuter parfaitement. Lorsque la famille s'est réunie autour de cette table, leurs réactions ont été tout simplement magiques. Papa a posé son journal et a dit que c'était la meilleure dinde qu'il ait jamais goûtée. Jeanne, qui était habituellement trop cool pour complimenter qui que ce soit, a demandé ma recette de sauce aux érelles. Même Patrice, alors un adolescent difficile de 15 ans, a fini son assiette. La fierté que j'ai ressentie était indescriptible. Pour une fois, je n'étais pas seulement la grande sœur responsable, mais quelqu'un qui avait créé quelque chose digne d'éloge. Maman s'est suffisamment remise pour nous rejoindre à table, et elle m'a serré fort dans ses bras, me chuchotant que j'avais sauvé la Toussaint. Ce moment, ce sentiment d'être vraiment apprécié était enivrant. À l'époque, je sortais avec Étienne, un étudiant en journalisme qui ambitionnait de parcourir le monde. Il m'a aidé lors de cette première Toussaint, coupant les légumes et faisant la vaisselle pendant que je cuisinais. Mais même alors, il a remarqué quelque chose que j'étais trop aveugle pour voir. Ils ont vraiment accroché à ta cuisine, a-t-il dit alors que nous faisions la vaisselle après que tout le monde soit allé au salon pour regarder le rugby. Ils ont adoré, ai-je dit, encore porté par leur louange. Fais juste attention, a-t-il prévenu. Tu ne veux pas devenir la chef attitrée des fêtes pour toujours. J'ai ri de sa remarque. J'aime cuisiner, et honnêtement, ça m'a fait du bien d'apporter quelque chose de spécial. Étienne m'a juste jeté un regard que je n'ai pas pu déchiffrer. Alors assure-toi simplement qu'ils apprécient ce que ça implique. Tout, pas seulement la nourriture dans leurs assiettes. Si seulement je l'avais écouté plus attentivement. Si seulement j'avais reconnu l'avertissement dans ses paroles. Mais j'avais 23 ans, désireuse de plaire et en quête désespérée de l'approbation de ma famille.
Cette Toussaint a créé un précédent qui allait définir ma relation avec ma famille pour les 15 années suivantes. Je ne savais pas que ma volonté de cuisiner un repas se transformerait en une attente tacite qui consumerait d'innombrables week-ends, vacances et jours de congés personnels. Je ne savais pas que ma famille en viendrait à me voir non pas comme une fille ou une sœur qui cuisinait, mais comme la cuisinière qui se trouvait être de leur famille. En y repensant maintenant, je vois si clairement le chemin qui m'a mené ici. Mais avec le recul, comme on dit, tout est plus clair. À l'époque, tout ce que je voyais, c'était l'opportunité d'être précieuse, d'être nécessaire, d'être irremplaçable. Je n'avais tout simplement pas réalisé le coup. Ce qui avait commencé comme une mission de sauvetage ponctuelle pour la Toussaint s'est rapidement transformé en un rôle régulier. Le Noël suivant, maman a mentionné nonchalamment que, puisque ma dinde avait eu un tel succès, peut-être que j'aimerais m'occuper à nouveau du repas de fête. J'ai accepté avec enthousiasme, passant des semaines à planifier le menu parfait. L'année suivante, il était simplement supposé que je cuisinerais pour toutes les grandes fêtes. La Toussaint, Noël, Pâques, les barbecues du 14 juillet et même les anniversaires familiaux sont tous devenus ma responsabilité. Personne ne m'a jamais demandé si je voulais continuer cette tradition. C'est juste devenu une attente. Au cours de ces 5 premières années, la transformation a été subtile mais complète. J'ai progressivement pris en charge non seulement la cuisine, mais aussi toutes les tâches associées, la création du menu, les courses, la mise en place de la table avec des décorations saisonnières, et bien sûr, les montagnes de vaisselle à nettoyer après. Tout cela pendant que ma famille s'amusait, prenait des photos ensemble et se créait des souvenirs qui ne m'incluaient pas. Étienne, qui avait initialement soutenu mes aventures culinaires, a commencé à être frustré par le temps que je consacrais aux repas de famille. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas passé un matin de Noël ensemble, a-t-il souligné un mois de décembre, alors que je me préparais à quitter notre appartement à 5 heures du matin pour commencer à cuisiner chez mes parents. Ma famille compte sur moi, ai-je expliqué, en emballant mon plat à rôtir spécial et ma pâte à pain maison qui avait levé toute la nuit. Et nous alors? Et la vie que nous essayons de construire, a-t-il demandé, en désignant notre petit mais confortable appartement. J'ai l'impression que ta famille a le meilleur de toi, et que j'ai ce qu'il reste d'énergie. La dispute s'est envenimée et Étienne a finalement prononcé des mots qui m'ont blessé mais qui contenaient une vérité que je n'étais pas prête à entendre. Ils ne t'apprécient pas, Alice. Ils apprécient ce que tu fais pour eux. Il y a une différence. 3 mois plus tard, Étienne et moi avons rompu. Il avait reçu une offre d'emploi à l'étranger, et quand il m'a demandé d'envisager de partir avec lui, je ne pouvais pas imaginer laisser ma famille without leur chef de fête. En y repensant, je réalise que cette décision a marqué un tournant. J'ai choisi un rôle plutôt qu'une relation. J'ai choisi l'obligation plutôt que l'opportunité. Au fil des ans, mes efforts sont devenus de plus en plus élaborés. Pour la Toussaint, je testais de nouvelles recettes des semaines à l'avance. Pour Noël, je passais des jours à faire des biscuits et des gâteaux à partir de zéro. Chaque Pâques apportait des œufs décorés à la main et des brioches de carême maison. Je veillais jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour préparer, puis je me levais à l'aube pour continuer à cuisiner. Le fardeau financier reposait également entièrement sur moi. Bien que ma famille contribuait un peu d'argent pour les ingrédients, il ne couvrait jamais le coût total des produits de première qualité que j'achetais pour rendre chaque repas spécial. La dinde bio élevée en plein air, les fromages affinés, les fruits hors saison pour mes tartes signature, sans parler de l'équipement spécialisé dans lequel j'ai investi au fil des ans, le robot pâtissier, le robot culinaire, le jeu de couteaux allemands qui coûtait près de 1000 €. La réaction de ma famille à tous ces efforts restait frustrante et constante. Ils complimentaient la nourriture, bien sûr. Papa se tapotait le ventre et déclarait que c'était un autre triomphe. Maman disait à ses amis à quel point sa fille était talentueuse. Jeanne prenait des photos de la table pour ses réseaux sociaux. Patrice remplissait son assiette à ras-bord et demandait des restes à emporter. Mais pas une seule fois quelqu'un n'a offert une aide substantielle. Oh, il pouvait demander s'il pouvait faire quelque chose 15 minutes avant l'arrivée des invités, quand tout était essentiellement terminé, mais personne ne s'est jamais porté volontaire pour faire les courses, préparer ou s'occuper du nettoyage sans y être spécifiquement invité. J'ai essayé de laisser entendre que j'avais besoin d'aide. Cette dinde est si lourde, j'ai failli me faire un tour de rein en la portant, disais-je. Ou je suis debout depuis 12 heures d'affilée. Les réponses étaient toujours les mêmes, des bruits de sympathie suivis d'absolument aucune action. C'est mon amie Sophie qui a été la première à souligner à quel point la situation était devenue malsaine. Elle est passée le lendemain d'une Toussaint,
me trouvant épuisé sur mon canapé, encore en train de me remettre d'avoir cuisiné pour 18 personnes. Tu as une sale mine, dit-elle sans détour, en observant mon apparence débraillée. Merci, ai-je marmonné, trop fatigué pour même feindre d'être offensé. Non, je suis sérieuse. Ce n'est pas normal, Alice. Tu as passé 3 jours à cuisiner pour des gens qui n'ont même pas pris la peine de t'aider à nettoyer après. Qui fait ça? C'est juste comme ça avec ma famille, ai-je essayé d'expliquer. Sophie a secoué la tête. Non, c'est comme ça qu'ils sont avec toi parce que tu le permets. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu continues à t'infliger ça? Je n'avais pas de réponse à ce moment-là, mais sa question a planté une graine, une qui mettrait des années à germer complètement. Pourquoi est-ce que je continuais à faire ça? Était-ce par amour, par obligation, un besoin désespéré d'approbation, ou étais-je simplement tombé dans un schéma trop difficile à briser? Au fil des ans, ma carrière a commencé à décoller. Après être passé de designer junior à chef de projet dans une agence de design respectée, je me suis retrouvé à jongler avec des responsabilités professionnelles de plus en plus exigeantes, parallèlement à mes obligations familiales auto-imposées. Les clients attendaient des réponses immédiates à leurs emails. Les délais étaient constamment imminents. Mon équipe se tournait vers moi pour obtenir des conseils et des solutions. Entre ma carrière exigeante et mon rôle de chef de famille, ma vie personnelle s'est flétrie. Les rendez-vous amoureux sont devenus presque impossibles. Qui veut sortir avec quelqu'un qui disparaît pour chaque fête et passe la plupart de ses week-ends à tester des recettes? Mon appartement, bien que joliment décoré, ressemblait plus à une zone de préparation pour les événements familiaux qu'à un foyer. Des livres de cuisine remplissaient mes étagères. Du matériel de cuisine spécialisé occupait chaque espace de rangement disponible. Mon réfrigérateur était perpétuellement rempli d'ingrédients pour le prochain rassemblement familial plutôt que de la nourriture que je voulais manger. Cet équilibre est devenu particulièrement tendu lorsque ma sœur Jeanne s'est fiancée à Kylian, un charmant directeur marketing qu'elle a rencontré au travail. La fête de fiançailles est devenue ma responsabilité sans que personne ne le demande explicitement. Maman a simplement appelé et a dit, Jeanne veut ses amuse-gueules préférées pour la fête de fiançailles. Tu sais, ces petits feuilletés avec du brie? Oh, et pourrais-tu faire une table de dessert? La mère de Kylian est très impressionnée par ce genre de choses. J'ai passé 3 week-ends à préparer cette fête, créant un buffet élaboré pour 40 invités. Le matin de l'événement, je suis arrivé 6 heures à l'avance pour tout mettre en place. Au moment où les invités sont arrivés, j'étais déjà épuisé, mais j'ai tenu bon, réapprovisionnant les plateaux et ajustant les présentations pendant que tout le monde célébrait. Pendant le toast, Jeanne a remercié tout le monde d'être venu. Elle a remercié les parents de Kylian de l'avoir accueilli dans leur famille. Elle a remercié nos parents de l'avoir élevé. Elle a même remercié le chien de la famille d'être mignon sur les photos. Pas une seule fois elle ne m'a mentionné, ni la nourriture que j'avais passé des semaines à préparer. Plus tard, alors que maman rassemblait tout le monde pour des photos, je me tenais maladroitement sur le côté, attendant d'être incluse. Alice, pourrais-tu ajuster la lumière? Il y a un reflet, a crié maman. J'ai arrangé la lampe, m'attendant à rejoindre ensuite la photo de famille. Au lieu de cela, maman a regardé l'image sur son téléphone et l'a déclarée parfaite. Je suis resté derrière l'appareil photo, invisible une fois de plus. Ce soir-là, alors que je mettais les restes dans des contenants pendant que tout le monde continuait de célébrer dans le salon, j'ai rencontré Robert. C'était le cousin de Kylian, récemment installé dans la région, et il était entré dans la cuisine à la recherche d'une boisson. Tu dois être Alice, dit-il, s'appuyant contre le comptoir. La chef dont j'ai tant entendu parler. J'ai levé les yeux, surprise. Quelqu'un m'a mentionné. Il a souri. Kylian a dit que sa future belle-sœur fait la meilleure cuisine qu'il ait jamais goûtée, mais il a omis de mentionner à quel point la chef était jolie. Dans des circonstances normales, j'aurais peut-être levé les yeux au ciel à une telle phrase. Mais après une journée à me sentir invisible, cette simple reconnaissance était désarmante. Nous avons parlé pendant que je nettoyais, Robert retroussant ses manches pour aider sans qu'on le lui demande. Il m'a posé des questions sur ma cuisine, mon travail, mes centres d'intérêt en dehors de tout ça. Alors, tu fais ça souvent? Le service traiteur à toi toute seule? A-t-il demandé en séchant un plat de service. Pour chaque événement familial, ai-je admis. Et ça te plaît? La question m'a prise au dépourvu. Est-ce que ça me plaisait encore? La cuisine elle-même? Oui.
L'appréciation de la bonne nourriture? Absolument. Mais l'épuisement, l'invisibilité, le fait d'être tenu pour acquise. Je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais vraiment posé cette question. Avant, oui, ai-je finalement dit, maintenant, je n'en suis plus si sûr. Robert a hoché la tête pensivement. Ma mère était comme toi. Elle faisait tout pour tout le monde jusqu'à ce qu'elle fasse une dépression à la fête des 50 ans de mon père. Elle s'est juste mise à pleurer en coupant le gâteau. C'est à ce moment-là que notre famille a réalisé que nous devions redistribuer la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, ai-je répété, testant l'expression. Tout le travail invisible qui consiste à faire en sorte que les gens se sentent pris en charge, a-t-il expliqué. Se souvenir, planifier, anticiper les besoins. Les femmes ont tendance à en faire la plus grande partie, et les hommes ont tendance à ne pas le remarquer. Il a souri penaud. J'étais aussi coupable que n'importe qui jusqu'à ce que la crise de ma mère change complètement ma perspective. Nous avons échangé nos numéros avant qu'ils ne partent, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vu d'une manière qui n'avait rien à voir avec ce que je pouvais fournir ou produire. Les mois suivants ont apporté 3 grands événements familiaux qui ont encore cristallisé mon insatisfaction croissante, le 60e anniversaire de maman, la Toussaint et Noël. Pour chacun d'eux, le schéma s'est répété avec une intensité croissante. Des demandes plus élaborées de la part des membres de la famille, plus de changements de dernière minute pour accommoder les préférences de tout le monde, plus d'épuisement et moins de reconnaissance. Pour l'anniversaire de maman, j'ai créé un repas de 5 plats pour 20 personnes, y compris ses amis du club de bridge et des parents éloignés que je connaissais à peine. J'ai passé 2 mois à planifier et à tester des recettes. La semaine d'avant, j'ai pris 3 jours de congé pour préparer et cuisiner. Pendant la fête, j'ai manqué le toast à ma mère parce que j'étais dans la cuisine en train de dresser les desserts. Quand quelqu'un m'a finalement apporté une part du gâteau que j'avais fait, la fête touchait à sa fin et maman ouvrait ses cadeaux. Je me suis assise seule à la table débarrassée, mangeant un gâteau qui avait tiédi et regardant ma mère s'exclamer devant des cadeaux que d'autres avaient simplement achetés alors que j'avais donné des semaines de ma vie. La Toussaint a été pire. J'avais un projet important à rendre le lundi suivant, ce qui signifiait que je devais cuisiner tout en gérant des points à distance avec mon équipe. Quand la dinde a mis plus de temps que prévu à cuire, Patrice s'est plaint bruyamment d'avoir faim. Jeanne a fait des commentaires pointus sur le fait que la sauce aux érelles était différente cette année, son ton indiquant clairement que ce n'était pas un compliment. Papa s'est endormi immédiatement après avoir mangé, et maman a passé la majeure partie du repas à discuter des plans de mariage de Jeanne. À l'approche de Noël, je me suis surprise à redouter plutôt qu'à anticiper la fête. La joie que j'avais autrefois trouvée dans la création de repas spéciaux avait été ensevelie sous des années d'efforts non reconnus. J'étais fatigué, jusqu'à la moelle, une fatigue qui rongeait l'âme. Robert et moi sortions ensemble régulièrement depuis la fête de fiançailles. Il a remarqué mon anxiété croissante à l'approche de Noël. Tu sais, tu pourrais dire non, a-t-il suggéré un soir alors que je faisais frénétiquement des listes d'ingrédients dont j'aurais besoin. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Tu ne comprends pas ma famille. Dire non n'est pas une option. C'est toujours une option, dit-il doucement. C'est juste que ça n'en a pas l'air parce que tu ne l'as jamais exercé. Ces mots sont restés avec moi, plantant une autre graine à côté de celle que Sophie avait semée des années plus tôt. Pourrais-je dire non? Que se passerait-il si je le faisais? Ma famille me verrait-elle enfin, au lieu de voir seulement les repas que je produisais? Ou trouverait-il simplement quelqu'un d'autre pour remplir ce rôle, me rendant non seulement invisible, mais aussi sans importance? Alors que je continuais machinalement à planifier un autre repas de fête élaboré, j'ai commencé à me demander qui j'étais au-delà de ce rôle que j'avais créé. Étais-je encore la personne qui avait trouvé tant de joie dans ce premier Toussaint réussi? Ou étais-je devenu quelqu'un de complètement différent? Quelqu'un dont la valeur se mesurait en dinde parfaitement rôtie et en biscuits finement décorés. Quelqu'un dont la place dans la famille était dans la cuisine, pas à table. Pour la première fois, je me suis permis d'imaginer une fête où je ne serais pas épuisé. Où je serais assise à table pendant tout le repas, où j'apparaîtrais sur les photos de famille, où je serais d'abord une fille et une sœur, et non la chef de la famille. L'image était si étrangère, si impossible à concevoir qu'elle m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. La Toussaint de l'année dernière est devenue le point de rupture, même si je ne l'ai pas reconnue comme telle au début de la journée. Je me suis réveillé avec de la fièvre et une toux sèche, les symptômes de la grippe qui circulaient dans mon bureau. Dans des circonstances raisonnables, j'aurais appelé pour annuler. On aurait dit à n'importe qui d'autre de se reposer et de récupérer.
Mais je n'étais pas n'importe qui. J'étais la chef des fêtes, et les fêtes ne s'annulent pas pour cause de maladie. J'ai donc pris des médicaments contre le rhume, emballé mes provisions et conduit jusqu'à la maison de mes parents, arrivant à 7 heures du matin avec une fièvre de 38,3 degrés Celsius. Tu n'as pas l'air bien, ma chérie, a dit maman en me voyant, le front plissé par ce qui semblait être de l'inquiétude. Ça va, ai-je menti en déballant les courses, juste un peu patraque. Eh bien, essaie de ne pas tousser près de la nourriture, a-t-elle conseillé avant de me laisser seule dans la cuisine. Pendant les 8 heures suivantes, j'ai cuisiné en luttant contre des vagues de vertige et de frissons. Personne n'a proposé d'aider, même si je luttais visiblement. Papa a passé la tête une fois pour demander quand le dîner serait prêt. Jeanne est arrivée avec Kylian et a immédiatement monopolisé l'attention de maman avec les détails du mariage. Patrice est arrivé 1 heure en retard, n'apportant que des plaintes sur la circulation. Grand-mère Evelyne est arrivée en dernier, inspectant la cuisine de son œil critique avant d'annoncer « ça sent différent cette année ». Moins bon. Au moment de passer à table, ma fièvre avait augmenté et je pouvais à peine goûter la nourriture que j'avais passé toute la journée à préparer. J'ai picoré dans mon assiette, trop malade pour apprécier le repas. Personne n'a semblé le remarquer. Le moment qui m'a vraiment ouvert les yeux est venu après le dîner. Pendant que la famille se retirait au salon pour le café et la tarte, j'ai commencé la longue tâche de nettoyage qui durerait des heures. En chargeant le lave-vaisselle, j'ai remarqué un album photo sur le comptoir, ouvert sur des photos du Noël précédent. Curieuse, j'ai commencé à le feuilleter. Page après page de célébration de fêtes s'étalant sur les 15 dernières années. Dîner de la Toussaint, matin de Noël, brunch de Pâques. Ma famille souriant autour de tables chargées de nourriture que j'avais préparée. Ma famille ouvrant des cadeaux que j'avais soigneusement choisis. Ma famille se créant des souvenirs année après année. Ce qui m'a frappé avec la force d'une douleur physique, c'est mon absence sur ces images. 15 ans de fête et j'apparaissais sur peut-être 5 photos, toujours en périphérie, souvent partiellement coupées, fréquemment surprise dans des moments de travail peu flatteurs, en train de transférer une dinde sur un plat, d'apporter le dessert, à mi-chemin de débarrasser la vaisselle. J'étais un fantôme dans l'histoire des fêtes de ma famille, assez présente pour créer le décor parfait pour leurs souvenirs, mais pas assez présente pour en faire réellement partie. Les mains tremblantes, j'ai apporté l'album au salon où ma famille riait de quelque chose que Patrice avait dit. Maman, ai-je dit, ma voix étrange à mes propres oreilles. Je regardais cet album. Tu te rends compte qu'il n'y a presque aucune photo de moi de toutes les fêtes des 15 dernières années. La conversation s'est arrêtée. Maman avait l'air confuse plutôt qu'inquiète. Eh bien, tu es toujours occupée dans la cuisine, ma chérie, dit-elle, comme si cela expliquait tout. Trop occupée pour être incluse dans les photos de famille. Trop occupée pour faire partie des souvenirs. Maman semblait sincèrement perplexe face à ma détresse. Mais tu fais ce que tu aimes. Tu es toujours si fière de ta cuisine. Avant que je puisse répondre, Patrice est intervenu avec ce qu'il pensait clairement être une observation utile. Détends-toi, sœurette. Chacun a son rôle dans la famille. Jeanne est la jolie, je suis le drôle, et toi, tu es celle qui nous nourrit. C'est ton truc. La cruauté désinvolte de sa déclaration m'a frappé comme une gifle. N'étais-je que ça pour eux? Celle qui nous nourrit. 15 ans à consacrer mes vacances, à dépenser des milliers d'euros, à sacrifier mon temps personnel, mes relations et mon bien-être, tout ça pour être réduite à une fonction plutôt qu'à une personne. J'ai regardé leur visage. La confusion de maman, l'inconfort de papa, l'impatience de Jeanne, l'inconscience de Patrice, la désapprobation de grand-mère, et quelque chose en moi s'est finalement brisé. Ou peut-être que quelque chose s'est finalement réparé. L'illusion qui m'avait gardé piégé dans ce rôle s'est complètement brisée. J'ai fermé l'album photo et l'ai posé sur la table basse. Je rentre chez moi, ai-je dit doucement. Je ne me sens pas bien. Mais nous n'avons pas eu le dessert, a protesté maman. Tu as fait ton cheesecake spécial au potimarron. Servez-le sans moi, ai-je dit en prenant mon manteau. Je suis sûr que vous pouvez vous débrouiller pour couper un cheesecake sans mon aide. Le trajet du retour a été un flou de larmes et de révélations. Quand je suis arrivé, j'ai appelé Sophie, qui est venue immédiatement avec des médicaments, des mouchoirs et une oreille attentive. Je lui ai montré des photos de l'album sur mon téléphone, des photos que j'avais prises comme preuve physique de mon effacement. Oh, Alice, dit-elle doucement, comment n'as-tu pas vu ça avant? Je ne voulais pas, ai-je admis.
Je pensais que si je faisais plus, si je cuisinais mieux, si je faisais plus d'efforts, il finirait par me voir. Vraiment me voir. Plus tard dans la nuit, Robert a appelé pour savoir comment s'était passé le dîner. Au lieu du résumé poli habituel, je me suis effondré, lui racontant tout, la fièvre, les photos, la douloureuse prise de conscience qui avait mis 15 ans à se faire. J'arrive, a-t-il dit immédiatement. Quand il est arrivé, il m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais, puis m'a préparé du thé et des toasts, des gestes simples d'attention qui signifiaient en quelque sorte plus que n'importe quel repas élaboré que j'avais jamais créé. Tu sais, ça ne peut pas continuer, a-t-il dit doucement. Et pour la première fois, j'ai su avec une certitude absolue qu'il avait raison. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne pouvais pas redevenir la chef invisible. Même si cela signifiait bouleverser 15 ans de tradition familiale, même si cela signifiait risquer ma place dans la famille. Non, ai-je convenu, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru, ça ne peut pas. 2 semaines avant la Toussaint cette année, j'ai appelé ma mère. Mon cœur battait la chamade pendant que le téléphone sonnait, mais ma résolution restait ferme. Maman, ai-je dit après nos politesses habituelles, je voulais te faire savoir que je ne cuisinerai pas pour la Toussaint cette année. Une pause, puis un petit rire. Très drôle, Alice. Maintenant, je pensais qu'on pourrait essayer cette nouvelle recette de choux de Bruxelles dont tu as parlé le mois dernier. Je ne plaisante pas, maman. Je ne cuisine pas cette année. Je viendrai en tant qu'invité, mais je ne préparerai pas le repas. Une autre pause, plus longue cette fois. Mais c'est toi qui cuisines toujours. C'est la tradition. C'est une tradition qui doit changer, ai-je répondu, en m'efforçant de garder une voix stable. Pendant 15 ans, j'ai passé chaque fête dans la cuisine plutôt qu'avec la famille. J'ai manqué des conversations, des photos et des souvenirs parce que j'étais trop occupé à cuisiner, servir et nettoyer. Je ne peux plus le faire. Le ton de maman est passé de la confusion à l'alarme. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Tu sais que je ne suis pas une grande cuisinière et que les restaurants sont tous complets des mois à l'avance. Tu ne peux pas nous annoncer ça à la dernière minute. Ce n'est pas la dernière minute, maman. C'est 2 semaines avant la Toussaint, ce qui est amplement suffisant pour trouver une solution. Vous pourriez tous apporter des plats, ou commander un repas préparé chez un traiteur, ou même aller dans un restaurant qui a encore de la disponibilité. Ça ne te ressemble pas du tout, Alice, dit-elle, sa voix prenant ce ton déçu qui avait toujours été si efficace pour me faire reculer par le passé. Est-ce que quelque chose ne va pas? Tu traverses une mauvaise passe? Oui, en fait, je traverse une prise de conscience que j'ai été tenue pour acquise pendant très longtemps. Je vous aime tous, mais j'ai besoin que les choses changent. L'appel s'est terminé avec maman, toujours incrédule, convaincue que je changerais d'avis. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message clair à toute la famille. Je ne cuisinerai pas pour la Toussaint cette année. Je serai heureuse de venir en tant qu'invitée, mais la préparation du repas devra être assurée par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas négociable. Les réactions ont été rapides et variées. Papa a envoyé un bref texto, compris. Nous parlerons à ta mère. Au moins, il semblait accepter ma décision, même s'il ne reconnaissait pas pourquoi elle était nécessaire. Jeanne a appelé immédiatement, incrédule. C'est quoi ce drame? Tu sais que maman ne peut pas cuisiner un dîner de la Toussaint, et je n'ai certainement pas le temps avec tous les préparatifs du mariage. Tu essaies de gâcher les fêtes pour tout le monde? J'essaie d'être réellement présente pour les fêtes pour une fois, ai-je expliqué. Mais tu es toujours présente. Tu es littéralement dans la maison toute la journée. Être dans la maison n'est pas la même chose que faire partie de la famille, Jeanne. Quand ai-je été sur une photo de fête pour la dernière fois? Quand est-ce que quelqu'un m'a aidé dans la cuisine ou même demandé si je voulais cuisiner? Quand est-ce que quelqu'un m'a remercié, pas seulement pour la nourriture, mais pour les semaines de planification qui ont précédé? Donc, il s'agit d'obtenir plus de compliments. Dis-le simplement au lieu de prendre la Toussaint en otage. J'ai soupiré, réalisant qu'elle ne comprenait vraiment pas. Il ne s'agit pas de compliments, Jeanne. Il s'agit d'être apprécié en tant que personne, pas seulement en tant que prestataire de service. La réponse de Patrice fut peut-être la plus révélatrice. Il a appelé et a immédiatement proposé ce qu'il pensait être une solution. Écoute, si c'est une question d'argent, je peux participer davantage cette année. Est-ce que 500 € arrangerait les choses? 1000? Dis juste ton prix. Ce n'est pas une question d'argent, Patrice.
Bien que le fait que tu penses que mon temps et mes efforts peuvent simplement être achetés en dit long. Grand-mère Evelyne n'a pas appelé ni envoyé de texto directement. Au lieu de cela, elle a transmis un message par l'intermédiaire de maman. Ta grand-mère dit qu'elle n'a jamais été aussi déçue de toi. Elle a élevé ses enfants dans le respect des traditions familiales. La pression a continué de monter au cours des jours suivants. Maman a organisé une conférence téléphonique familiale qui ressemblait plus à une intervention, où chacun essayait à tour de rôle de me persuader de reconsidérer ma décision. Le timing est tellement inconsidéré, se lamentait maman. Nous avons toujours compté sur toi pour ça. C'est exactement le problème, ai-je répondu. Vous avez compté sur moi sans me compter parmi vous. Jeanne a essayé une autre approche. Est-ce que c'est à cause de Robert? C'est lui qui te met ses idées en tête? Parce que s'ingérer dans les traditions familiales n'est pas une bonne image pour un nouveau petit ami. Ça n'a rien à voir avec Robert et tout à voir avec 15 ans passés à être invisible lors de mes propres réunions de famille. Patrice, toujours pragmatique, a fait une dernière tentative. Et si on engageait de l'aide en cuisine? Tu pourrais superviser et quand même nous rejoindre pour le repas. Le but n'est pas de trouver une solution de contournement pour que je puisse encore faire la majeure partie du travail, ai-je expliqué, ma patience s'épuisant. Le but est de reconnaître que j'ai des sentiments et des besoins au-delà de l'accomplissement de ce rôle que vous m'avez assigné. En fin de compte, les réactions de ma famille n'ont fait que confirmer ce que j'avais commencé à soupçonner, ils accordaient plus de valeur au service que je fournissais qu'à mon bonheur ou à mon bien-être. Cette douloureuse prise de conscience a renforcé ma résolution plutôt que de l'affaiblir. 2 jours avant la Toussaint, maman a appelé avec ce qu'elle pensait clairement être un rameau d'olivier. Nous avons décidé de commander une dinde précuite chez le traiteur, dit-elle, son ton suggérant que je devrais être reconnaissante pour cette concession. Mais nous aurons quand même besoin que tu viennes tôt pour tout réchauffer correctement et faire la sauce. Le traiteur ne fournit pas de sauce. Maman, je ne viendrai pas tôt et je ne ferai pas de sauce. J'arriverai en même temps que tout le monde, en tant qu'invité. Je ne comprends pas pourquoi tu es si difficile à ce sujet, dit-elle, la frustration évidente dans sa voix. Je sais que tu ne comprends pas, ai-je répondu tristement. Et c'est exactement ça le problème. Le jour de la Toussaint est arrivé, et pour la première fois en 15 ans, j'ai fait la grasse matinée. Pas de réveil à l'aube pour commencer à cuisiner. Pas de course de dernière minute. Pas d'heure à hacher, rôtir et arroser. J'ai pris mon temps pour m'habiller, j'ai apporté une simple bouteille de vin comme contribution et je suis arrivé chez mes parents à l'heure désignée pour le dîner. La scène qui m'a accueilli était celle d'un chaos à peine maîtrisé. La dinde précommandée était sur le comptoir, toujours dans son emballage. Maman s'agitait dans la cuisine, ouvrant et fermant les placards, cherchant clairement des ustensiles et des plats de service que j'avais toujours fournis. Papa essayait de faire une sauce à partir d'un sachet, ce qui a donné une concoction grumeleuse et pâle. Jeanne et Kylian se tenaient maladroitement sur le côté, tous deux fixant leur téléphone plutôt que d'offrir leur aide. Patrice était introuvable. « Oh, Dieu merci », a dit maman en me voyant. « Nous avons un petit souci avec la dinde. L'emballage dit qu'elle est entièrement cuite, mais elle est froide au milieu et nous ne sommes pas sûrs de combien de temps la réchauffer. » Pendant un instant, j'ai senti l'attrait familier de la responsabilité, l'envie d'intervenir et de tout arranger, mais j'ai résisté. « L'emballage devrait avoir des instructions de réchauffage, ai-je dit, en gardant mon manteau. « Où est Patrice ? » « Il est allé chercher grand-mère, » a répondu papa, toujours en train de remuer sa sauce ratée. « Elle a refusé de venir quand elle a entendu que tu ne cuisinerais pas. » J'ai hoché la tête, sans surprise. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider en tant qu'invité ? Mettre la table peut-être ?» L'accent mis sur « en tant qu'invité » n'a pas échappé à maman, qui a pincé les lèvres avant de hocher la tête vers la salle à manger. Ce serait utile. Oui. Le dîner fut, pour le dire gentiment, un succès modeste. La dinde était légèrement sèche, les accompagnements du traiteur étaient fades, et la sauce grumeleuse est restée largement intacte. Mais pour la première fois en 15 ans, j'ai assisté à un repas de fête en entier. J'ai participé aux conversations. J'étais présente pour le toast maladroit mais sincère que papa a porté. Je suis même apparu sur la photo de famille que Jeanne a insisté pour prendre malgré tout. Alors que j'aidais au nettoyage de base après, une courtoisie que n'importe quel invité offrirait, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de la culpabilité en voyant ma famille en difficulté, de la satisfaction d'avoir enfin posé une limite, de la tristesse pour toutes les années perdues,
et l'espoir que cette leçon difficile pourrait éventuellement mener à un changement positif. Quand je suis parti ce soir-là, maman m'a serré dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude. Ce n'était pas pareil sans ta cuisine, a-t-elle admis. C'était différent pour moi aussi, ai-je répondu. Mais c'était agréable d'être réellement à la Toussaint pour une fois, plutôt que de simplement le fournir. Elle s'est reculée, étudiant mon visage avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Tu cuisineras pour Noël au moins. Ton père attend vraiment ton chapon avec impatience. Et juste comme ça, j'ai su qu'une seule Toussaint ne suffirait pas à changer 15 ans de schémas enracinés. La conférence téléphonique familiale, les messages déçus, le dîner maladroit. Rien de tout cela n'avait vraiment pénétré le malentendu fondamental au cœur de notre relation. Non, maman, ai-je dit doucement mais fermement, je ne cuisinerai pas non plus pour Noël. Ce que je ne lui ai pas dit alors, ce que je n'avais dit à aucun d'entre eux encore, c'est que je ne serais même pas présente à Noël cette année. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais fait d'autres projets. Des projets qui priorisaient mon bonheur plutôt que mon utilité. Des projets qui montreraient à ma famille exactement à quoi ressemblaient les fêtes sans leur chef tenu pour acquise. Des projets qui impliquaient une plage, un bon livre, et absolument aucune cuisine. Du tout. Dans les semaines qui ont suivi la Toussaint, une trêve précaire s'est installée dans ma famille. Personne n'a directement mentionné mon refus de cuisiner, mais la tension sous-jacente était impossible à ignorer. Maman appelait moins fréquemment. Papa envoyait ses habituels textos laconiques sur des questions pratiques. Jeanne était absorbée par les préparatifs de son mariage, ce qui fournissait une excuse commode pour éviter les conversations plus profondes. Patrice, étonnamment, a été le seul à tendre la main de manière significative. La Toussaint a été une révélation, a-t-il texté un soir. Je n'avais jamais réalisé à quel point ces repas demandent du travail. Désolé de l'avoir pris pour acquis. C'était une petite reconnaissance, mais j'ai apprécié l'effort. Merci de l'avoir remarqué, ai-je répondu. Ça signifie beaucoup. À l'approche de Noël, je pouvais sentir l'anxiété croissante de ma famille. Il semblait attendre que j'annonce que ma rébellion, comme Jeanne l'avait appelée, était terminée, que je reprendrais ma juste place dans la cuisine, permettant aux traditions des fêtes de revenir à la normale. Au lieu de cela, j'ai fait une annonce différente lors de notre prochain appel vidéo familial. Je voulais vous faire savoir que je ne serai pas présente à Noël cette année, ai-je dit, en essayant de garder ma voix neutre malgré les battements de mon cœur. J'ai d'autres projets. Le silence stupéfait qui a suivi a été rompu par maman. Quels autres projets pourraient bien être plus importants que Noël avec ta famille? Je vais au Maroc, ai-je dit simplement. Des vacances à la plage. J'ai déjà réservé le vol et l'hôtel. Au Maroc pour Noël? Papa avait l'air sincèrement confus, comme si j'avais annoncé que je passerais les fêtes sur Mars. C'est ridicule, a interjeté Jeanne. D'abord, tu refuses de cuisiner pour la Toussaint et maintenant tu sautes carrément Noël. Quand es-tu devenu si égoïste? J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Je ne pense pas qu'il soit égoïste de vouloir profiter d'une fête plutôt que de travailler pendant. Pendant 15 ans, j'ai passé Noël à cuisiner pour tout le monde. Cette année, je choisis quelque chose de différent. Mais nous sommes une famille, a insisté maman, sa voix prenant une qualité blessée qui avait toujours été efficace pour me culpabiliser par le passé. Noël, c'est être ensemble. Oui, c'est ça, ai-je convenu. Et pendant 15 ans, je n'ai pas vraiment été avec la famille pendant Noël. J'ai été dans la cuisine, à l'écart des conversations, de l'ouverture des cadeaux, de la création de souvenirs. Cette année, je donne la priorité à mon bien-être, et cela signifie prendre une vraie pause. Ta grand-mère sera dévastée, a ajouté maman, jouant sa carte la plus forte. J'appellerai grand-mère le jour de Noël, ai-je promis. Mais ma décision est prise. L'appel s'est terminé avec ma famille toujours dans divers états d'incrédulité et de mécontentement. Seul Patrice a offert un profite bien du soleil, j'imagine, à contre-cœur. Ce que je n'avais pas mentionné pendant l'appel, c'est que je n'irai pas au Maroc seul. Robert avait initialement suggéré le voyage, le présentant comme une chance pour moi de vivre une fête qui soit réellement reposante plutôt qu'épuisante. Quand il m'a demandé s'il pouvait se joindre à moi, il m'a semblé la chose la plus naturelle du monde de dire oui. À mesure que Noël approchait, la pression de ma famille s'intensifiait. Maman laissait des messages vocaux en larmes sur les traditions brisées. Jeanne envoyait des textos passifs-agressifs sur l'égoïsme.
Papa, dans sa seule contribution à la campagne, a simplement dit, ta mère est très contrariée. Reconsidère. Même grand-mère Evelyne a appelé directement, ce qu'elle faisait rarement. De mon temps, a-t-elle commencé sans préambule, la famille passait avant tout. Toujours. Cette notion moderne de se mettre en premier aurait été impensable. Les temps changent, grand-mère, ai-je répondu aussi doucement que possible. Et parfois, les traditions doivent aussi changer. Les traditions sont ce qui unit les familles, a-t-elle insisté. Sans elles, que sommes-nous? Sa question a persisté en moi après que nous ayons raccroché. Que étions-nous en tant que famille, sinon nos traditions? Mais alors, une tradition était-elle encore significative si elle se faisait au détriment du bonheur d'une personne, si elle était maintenue par obligation plutôt que par joie? La veille de mon départ pour le Maroc, Robert est venu m'aider à faire mes valises. Alors que je pliais des vêtements d'été en plein mois de décembre, un étrange sentiment de libération m'a envahi. Tu sembles déjà plus légère, a observé Robert en plaçant ma crème solaire dans la trousse de toilette. J'ai l'impression de m'évader de prison, ai-je admis. C'est terrible? Il a secoué la tête. C'est honnête, et pour ce que ça vaut, je pense que tu fais ce qu'il faut. Parfois, les gens ne reconnaissent pas les schémas tant qu'ils ne sont pas perturbés. Je ne fais pas ça pour leur donner une leçon, ai-je précisé, bien qu'une partie de moi se demandait si c'était entièrement vrai. Je le fais pour moi. Bien sûr que tu le fais, a-t-il convenu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en tireront pas une leçon de toute façon. Le matin de Noël m'a trouvé assise sur une plage immaculée, regardant le lever du soleil sur l'océan Atlantique plutôt que debout dans une cuisine chaude. Robert dormait paisiblement dans notre chambre, mais je m'étais levé tôt par habitude, mon corps toujours programmé pour la cuisine des fêtes, même si mon esprit en embrassait la liberté. J'avais éteint mon téléphone la veille au soir, voulant être pleinement présente pour cette nouvelle expérience. Maintenant, en sirotant un café du café de l'hôtel, je me suis permis un moment de curiosité. Que se passait-il à la maison? Avait-il réussi à préparer un repas? Grand-mère Evelyne se plaignait-elle du changement de plan? Maman faisait-elle de mon absence le centre de sa déception? À 10 heures, j'ai brièvement allumé mon téléphone, avec l'intention de souhaiter un joyeux Noël à ma famille avant de retourner à ma journée paisible. Le flot de notifications a été immédiat et écrasant. 12 appels manqués de maman. 5 de Jeanne. Même papa avait appelé 3 fois, un record pour mon père généralement réfractaire au téléphone. Les textos étaient encore plus nombreux, leur ton évoluant de l'irritation à la panique au fil de la journée de Noël. Maman 6h30, appelée pour te souhaiter un joyeux Noël. J'espère que tu reconsidéreras et que tu rentreras à la maison. Jeanne 8h45, maman est en larmes parce que tu n'es pas là. J'espère que tu profites de tes vacances égoïstes à la plage. Patrice 9h15, la dinde est encore congelée. Combien de temps pour la décongeler? Google dit des jours. Mais ça ne peut pas être vrai. Maman 10h30, on n'arrive pas à cuire cette dinde. Elle est encore crue au milieu et les gens commencent à avoir faim. Papa 11h45, ta mère est très contrariée. Le dîner ne se passe pas bien. S'il te plaît, appelle quand tu pourras. Jeanne 12h30, c'est un désastre. Personne ne sait comment faire la sauce. Grand-mère n'arrête pas de demander où tu es. Merci beaucoup. Alors que je parcourais les messages, Sophie a appelé. J'ai répondu, curieuse de savoir ce qui se passait d'un point de vue objectif. Tu ne vas pas le croire, dit-elle, un rire dans la voix. Je suis passé chez tes parents pour déposer un cadeau, et c'est le chaos absolu. Ton père regarde des vidéos YouTube sur comment découper une dinde. Ta mère est au bord des larmes parce que les pommes de terre sont grumeleuses. Jeanne boit du vin directement à la bouteille, et Patrice essaie de convaincre tout le monde que commander une pizza est un dîner de Noël parfaitement acceptable. Malgré moi, j'ai ri. Sont-ils vraiment si démunis sans moi? Complètement, a confirmé Sophie. Ta grand-mère est assise dans un coin, soupirant périodiquement et disant des choses comme, de mon temps, les filles n'abandonnaient pas leur famille pour des vacances à la plage. C'est à la fois triste et hilarant. Tu penses que j'ai fait une erreur, ai-je demandé, soudainement incertaine. Pas du tout, a dit fermement Sophie. Ils avaient besoin de voir ce que représentent ces repas que tu as silencieusement fournis pendant des années. Même si je suis un peu inquiète qu'ils attrapent tous une intoxication alimentaire avec cette dinde pas assez cuite. Après avoir raccroché,
j'ai envoyé un texto de groupe avec des instructions de base pour cuire la dinde en toute sécurité, faire une sauce simple et sauver une purée de pommes de terre grumeleuse. J'ai ajouté « Joyeux Noël à tous ». J'espère que cette journée vous apportera joie et perspective. Puis j'ai de nouveau éteint mon téléphone et j'ai rejoint Robert, qui était maintenant réveillé et m'attendait sur la plage avec des fruits frais et des pâtisseries. Crise familiale ? A-t-il demandé, notant mon expression mitigée. Prise de conscience familiale ? Ai-je corrigé, en acceptant l'assiette qu'il m'offrait. Apparemment, le dîner de Noël est un fiasco sans leur chef. Il a hoché la tête pensivement. Parfois, les gens ont besoin de ressentir l'absence de quelque chose pour vraiment apprécier sa présence. Ça ressemble étrangement à une carte de vœux, l'ai-je taquiné. Coupable, a-t-il admis avec un sourire. Mais ça ne le rend pas moins vrai. Le reste de nos vacances a été tout ce que j'avais espéré et plus encore. Nous avons nagé dans une eau cristalline, exploré les marchés locaux, mangé de délicieux plats préparés par d'autres et fait la grasse matinée tous les jours. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai vécu une fête qui m'a laissé reposer plutôt qu'épuisé. Plus important encore, j'ai renoué avec des parties de moi-même qui avaient été éclipsées par mon rôle de chef de famille. J'ai redécouvert mon amour de la lecture, dévorant 3 romans en une semaine. J'ai esquissé les magnifiques paysages, faisant appel à des talents artistiques que j'avais négligés. J'ai eu des conversations qui ne tournaient pas autour de la planification de menus ou de substitution d'ingrédients. Lors de notre dernière nuit au Maroc, Robert et moi nous sommes promenés le long de la plage au coucher du soleil. Le ciel flamboyait de couleurs si vives qu'elles semblaient presque artificielles, comme sorties d'un rêve plutôt que de la réalité. J'ai réfléchi, a dit Robert en s'arrêtant pour me faire face. Cette semaine a été merveilleuse, mais elle m'a aussi rendu triste. Triste ? Pourquoi, ai-je demandé, inquiète. Parce que j'ai vu une version différente de toi ici, détendue, enjouée, pleinement présente. Ça me fait réaliser à quel point tu te cachais derrière ce personnage de chef. Combien de facettes de toi ta famille n'a jamais pris la peine de voir. Son observation m'a frappé avec une force inattendue. Il avait raison. L'Alice sur cette plage était différente de l'Alice qui passait les fêtes coincée dans une cuisine. Elle riait plus facilement, parlait avec plus d'assurance, prenait plus de place dans le monde. J'aime cette version de toi, a poursuivi Robert en me prenant les mains. Et je veux m'assurer qu'elle ne disparaîtra pas quand nous rentrerons à la maison. En le regardant dans les yeux, j'ai su avec une clarté soudaine que, quoi qu'il arrive avec ma famille à mon retour, je ne pourrai pas et ne retournerai pas au rôle de chef invisible. Cette version de moi avait fait son temps. Il était temps pour la vraie Alice de prendre sa place à table, que ma famille soit prête pour elle ou non. Rentrer à la maison après le voyage au Maroc, c'était comme entrer dans une autre dimension. Mon appartement semblait plus petit, ma routine contraignante après la liberté de la plage. Mais quelque chose de fondamental avait changé en moi. Je portais la paix de ces vacances, comme une boussole interne me guidant vers une manière d'être plus authentique. Ma famille, sans surprise, avait sa propre perspective sur ce qu'ils appelaient mon abandon de Noël. J'avais à peine défait mes valises que maman m'a appelé pour me demander si nous pouvions nous voir pour un café. Son ton était différent, moins exigeant, plus hésitant, et ma curiosité a vaincu ma réticence. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille près de mon appartement. Maman avait l'air fatiguée, du genre d'épuisement profond que je ne connaissais que trop bien après mes années en tant que chef des fêtes. « Tu as l'air en forme », dit-elle après nos salutations maladroites, reposée. « Je le suis », ai-je admis. Ces vacances étaient exactement ce dont j'avais besoin. Elle a hoché la tête, faisant tourner sa tasse de café en petits cercles. « Noël a été un désastre », dit-elle sans détour. La dinde n'était pas assez cuite, les accompagnements étaient fades et ta grand-mère s'est plainte pendant tout le repas. J'ai attendu, m'attendant à des reproches, me préparant au chantage affectif qui allait inévitablement suivre. Au lieu de cela, maman m'a surprise. Je n'avais jamais réalisé tout le travail que tu mettais dans ces repas, a-t-elle poursuivi. Combien d'heures, combien de planification, combien de soins. Nous avons essayé de suivre des recettes, mais rien n'a fonctionné. À la fin de la journée, j'étais épuisé juste pour ce seul repas. Et tu l'as fait pour chaque fête pendant 15 ans. Cette reconnaissance, si longtemps attendue, m'a presque fait pleurer. Oui, ai-je dit simplement. Je l'ai fait. Je suis désolé, Alice, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Nous t'avons tenue pour acquise. Je t'ai tenue pour acquise.
Et je ne me suis jamais arrêté pour considérer ce que tu ressentais, coincé dans la cuisine pendant que nous profitions des fêtes. Ses excuses étaient imparfaites. Il y avait encore une note d'apitoiement dans sa voix, un soupçon de « regarde comme nous avons souffert sans toi », mais c'était sincère, et c'était plus de réflexion que je n'en avais vu de sa part depuis des années. « Merci de dire ça », ai-je répondu. « Ça signifie beaucoup de l'entendre. »« Ton père veut s'excuser aussi », a-t-elle ajouté. « Il se sent très mal de n'avoir jamais aidé pour les repas. Il ne savait tout simplement pas comment faire. » Ne pas savoir comment faire n'est pas une excuse pour ne jamais apprendre, ai-je souligné, peu disposé à les laisser s'en tirer si facilement. Tu as raison, a convenu maman, me surprenant à nouveau. Et c'est pourquoi il s'est inscrit à un cours de cuisine de base au centre socioculturel. Il dit qu'il est temps qu'il apprenne à faire plus que des toasts et des céréales. L'image de mon père, avec son journal perpétuel et sa résistance au changement, assistant à un cours de cuisine était si inattendu que j'ai éclaté de rire. Je paierais cher pour voir ça. Maman a souri, un vrai sourire qui a atteint ses yeux. Il est nul jusqu'à présent. La semaine dernière, il a essayé de faire des spaghettis et a réussi à brûler les nouilles, mais il essaie, ce qui est plus que ce que l'on peut dire de nous tous avant. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de papa. N'étant jamais un adepte des appels téléphoniques ou des conversations émotionnelles en personne, il avait choisi le mode de communication qui lui convenait le mieux. Le message était bref mais significatif. Alice, je te dois des excuses. Pendant des années, j'ai apprécié les repas que tu préparais sans considérer le travail que cela impliquait ni offrir mon aide. Ton absence à Noël m'a montré à quel point je t'ai tenue pour acquise. Je suis désolé. J'apprends à cuisiner maintenant, mal, comme ta mère te l'a probablement dit. C'est plus difficile que ça en a l'air. Merci pour tout ce que tu as fait. Bise, papa. Court, direct et sincère. Exactement comme mon père lui-même. J'ai répondu un simple « merci, papa ». Ça signifie beaucoup pour moi. Jeanne a été plus lente à se manifester. Ses premiers messages après mon retour étaient encore teintés de ressentiment, présentant mes décisions comme des attaques contre la tradition familiale plutôt que comme des limites nécessaires. Mais même elle a fini par tendre un rameau d'olivier, m'invitant à prendre un café pour mettre les choses au clair. Je pense toujours que tu aurais pu choisir un autre moment que Noël pour faire valoir ton point de vue, a-t-elle dit, n'étant jamais du genre à concéder entièrement. Mais je comprends maintenant. Nous comptions trop sur toi et ne te remarquions pas assez. Patrice, à ma grande surprise, est devenu mon plus grand allié dans la transformation de la famille. Ayant été témoin direct du désastre du dîner de Noël, il a développé une nouvelle appréciation pour le travail que j'avais silencieusement accompli pendant des années. C'était une vraie révélation, m'a-t-il dit un jour au déjeuner. Maman a eu une crise de nerfs en essayant de comprendre comment synchroniser tous les plats. Papa s'est coupé le doigt en essayant de couper des légumes. Et j'ai réalisé que je ne savais même pas où se trouvaient les tasses à mesurer dans la maison de nos parents après toutes ces années. Nous étions comme des enfants sans défense sans toi. Grand-mère Evelyne a été le dernier et le plus difficile membre de la famille à aborder la situation. Notre première interaction post-Noël a eu lieu lors d'un dîner de famille en janvier, où chacun a apporté un plat plutôt que de faire porter tout le fardeau à une seule personne. Alors, dit-elle en me coinçant dans le couloir, tu es allé au Maroc pour Noël. Oui, ai-je confirmé, refusant de m'excuser. Elle m'a étudié avec des yeux perçants qui avaient vu plus de 8 décennies de dynamique familiale. Ta mère était dévastée. Je sais. Le dîner était immangeable. C'est ce que j'ai entendu. Nous nous sommes regardés pendant un long moment avant que son expression ne s'adoucisse légèrement. De mon temps, les femmes faisaient ce qu'on attendait d'elles sans se plaindre. Nous mettions la famille en premier, toujours. Et étiez-vous heureuse, grand-mère, ai-je demandé doucement. La question sembla la prendre au dépourvu. Heureuse? Ce n'était pas la question. La question, c'était le devoir. Je pense qu'il est possible d'avoir les deux, ai-je suggéré. De servir la famille par amour plutôt que par obligation, et d'être apprécié plutôt qu'attendu. Elle a réfléchi à cela, son visage ridé pensif. Peut-être, a-t-elle finalement concédé. Ton grand-père me remerciait toujours pour ma cuisine, à chaque repas, pendant 52 ans. Il ne l'a jamais tenu pour acquis. C'était une petite révélation, mais significative. Même dans la génération de ma grand-mère où le devoir passait avant tout, il y avait eu de la reconnaissance et de la gratitude,
quelque chose que ma famille avait oublié de pratiquer. Le prochain grand rassemblement familial a eu lieu pour l'anniversaire de papa en février. Pour la première fois en plus d'une décennie, j'y ai assisté simplement en tant qu'invité, et non comme la chef désignée. Maman m'avait demandé si je voulais l'aider à planifier le menu, pas à prendre en charge la cuisine, et j'avais accepté cette demande raisonnable. Ce qui s'est déroulé était quelque chose de entièrement nouveau pour notre famille, un repas collaboratif. Maman et moi avons préparé les plats principaux ensemble, elle suivant réellement mes suggestions plutôt que d'insister sur sa propre manière de faire. Papa a fièrement apporté une salade de pâtes de son cours de cuisine, rayonnant d'une fierté démesurée lorsque les gens se sont resservis. Jeanne a apporté le dessert et Patrice s'est occupé des boissons et de l'installation. Plus remarquable encore, pour la première fois depuis des années, je suis apparu sur toutes les photos de famille. Pas sur les bords, pas partiellement coupées, mais pleinement présente au centre du cadre, mon sourire sincère plutôt que forcé. Alors que nous nettoyions ensemble, nous tous, pas seulement moi, maman m'a prise à part. C'est mieux comme ça, dit-elle simplement. Tout le monde contribue, tout le monde participe. J'aurais aimé que nous fassions comme ça depuis le début. Moi aussi, ai-je convenu. Mais je suis contente que nous ayons finalement trouvé notre voie. Ma relation avec Robert s'est approfondie dans les mois qui ont suivi notre voyage au Maroc. Il m'avait vu à mon plus vulnérable et à mon plus autonome, et m'avait soutenu dans les deux états sans essayer de contrôler ou de régler la situation. Un soir tranquille à la maison, alors que nous cuisinions le dîner ensemble, il a demandé « Ça te manque, d'être la chef de famille ?» J'ai réfléchi attentivement à la question. Certains aspects me manquent, ai-je admis, la créativité, la satisfaction de faire quelque chose de beau. Mais l'épuisement, l'invisibilité, le manque de reconnaissance ne me manquent pas. Il a hoché la tête en remuant la sauce que nous préparions. Tu sais ce que je pense? Quoi? Je pense que tu pourrais encore être une merveilleuse chef pour ta famille de temps en temps, maintenant qu'ils te voient vraiment. La différence, c'est que maintenant, ce serait un choix, pas une obligation. Un cadeau offert librement, pas un service attendu. Son analyse a résonné profondément en moi. C'était peut-être la vraie leçon de tout cela. La différence entre la générosité choisie et le sacrifice exigé, entre être apprécié pour qui l'on est et pour ce que l'on fournit. Le chemin de chef invisible à membre de la famille vu et apprécié n'a pas été sans moments difficiles. Les anciens schémas refont parfois surface. Les anciennes attentes réapparaissent occasionnellement. Mais maintenant, j'ai la confiance nécessaire pour les aborder directement plutôt que de supporter silencieusement le fardeau. J'ai appris que le véritable amour exige la réciprocité. Que la famille devrait être une source de soutien, pas seulement une ponction de ressources. Que les traditions ne sont précieuses que lorsqu'elles servent toutes les personnes impliquées, pas lorsqu'elles se font aux dépens d'une seule personne. Plus important encore, j'ai appris que parfois, il faut quitter la cuisine pour trouver sa place à table. Parfois, il faut décevoir les autres temporairement pour cesser de se décevoir soi-même en permanence. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même, et finalement pour sa famille, est de dire non lorsque dire oui diminuerait son esprit. Alors que je regarde vers les futures fêtes, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années, de l'anticipation plutôt que de la crainte. Parce que maintenant, quand je cuisine pour ma famille, c'est par joie plutôt que par obligation. Et lorsque nous nous réunissons autour de la table, je suis là pour tout le repas, présente en corps et en esprit, visible dans les souvenirs comme sur les photographies.